je vais te donner le nom d'un organe subtil qui est de circonstance. Parce que si tu es là, c'est aussi pour prendre des vacances, j'espère. Tu vois, des vacances. Tu y as pensé. Tu as été sur Internet, tu as vérifié, tu as comparé, tu t'es dit je pourrais partir. Puis après tu dis non, avec le Covid, je ne peux pas partir, donc forcément ça va se passer ici. Après tu te dis, tu vois, ça peut habiter tes sentiments, tes désirs, tu comprends? Tu es en interaction avec le mot vacances. Mais est-ce que tu es le seul? Est-ce que le mot vacances, il n'y a que toi qui le comprends, ou est-ce que d'autres êtres humains comprennent le mot vacances, y pensent, ont des ressentis, ont des envies? C'est un organe subtil, collectif, ou je pourrais dire partagé. C'est partagé. Puisque, pour dire vacances, je dis vacances, tu dis vacances, 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 nous partageons un mot. Nous avons en commun un mot, et dans ce mot, il y a des énergies. Si tu dis vacances à un Chinois, probablement qu'il ne pense pas à la même chose que toi, et que tu ne penses pas la même chose qu'un Américain. Selon les cultures, les pays, selon les couches de la société, on ne pense pas vacances de la même manière. Parle avec quelqu'un qui bosse dans l'éducation nationale et qui a beaucoup de temps de vacances. Il ne va pas penser et concevoir ses vacances comme un chef d'entreprise. Parle de vacances à un auto-entrepreneur. Tu vas voir qu'il ne peut pas avoir le même sentiment qu'un fonctionnaire. Parle de vacances à quelqu'un qui vend des pizzas à Saint-Trope. Si tu lui dis les vacances, pour lui c'est de l'argent. Pour lui, vacances est synonyme de coup de feu, grosse saison, argent, espoir. Il espère qu'il y aura beaucoup de gens, que ça va fonctionner. Tu comprends, c'est les vacances. Mais il va utiliser le mot vacances. Tu comprends? Donc, cet organe subtil, il est collectif. Nous avons aussi des organes subtils collectifs, en commun. C'est ce qui fait que nous pouvons avoir le sentiment d'être une communauté, une nation. Bon, les vacances, par exemple, l'Olympique de Marseille. Oui, oui. Des choses aussi anodines que ça. Ça finit par créer un organe subtil. Et quand on te dit, il y a un match, qu'est-ce qui se passe? Ça provoque des pensées en toi. Ça provoque des sentiments, ça provoque des désirs, et tu peux carrément te déplacer pour aller regarder le match dans le stade ou chez ton voisin. Tu vas faire quelque chose, donc un organe va t'animer. Tu te rends compte? Et tu vas l'animer aussi, on va en parler plus en détail dans les cours suivants. J'ai pris aussi des exemples d'organes collectifs partagés qui sont... vous allez comprendre l'enjeu, parce que l'Olympique de Marseille, les vacances, bon. J'en prends un qui est beaucoup, beaucoup plus important, qui s'appelle agriculture. L'agriculture. Quand les humains ont commencé à cultiver, tu sais, on était des chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait, on chassait du mammouth. Vous vous souvenez pas, non? Et à un moment donné, on commence à cultiver la terre. Eh bien, on se transmet le savoir. On dit, regarde, moi je fais ça, puis tu as vu quand c'est à la lune et tout, c'est vraiment mieux. Et puis quand on fait ça, et puis quand on fait ça, on se transmet un savoir. Ça crée un savoir collectif. Tu regardes
à travers le temps, comment le savoir vient d'une région du monde, puis que progressivement il se répand à travers l'Europe, puis qu'il apparaît simultanément en Chine et tout ça. Bon, ok, on crée une façon de cultiver. Quand dans les années 60, les hommes politiques, sous l'impulsion bien sûr des États-Unis, décident de moderniser, je mets des gros guillemets, l'agriculture européenne. On forme à la chaîne des ingénieurs agricoles dans des écoles spécialisées. Et on leur dit, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller voir les pauvres andouilles de paysans qui sont bloqués dans des savoirs complètement archaïques, qui sont en sous-production, et vous devez multiplier la production par 10. Donc vous allez les convaincre d'acheter des tracteurs, de balancer des produits chimiques, d'acheter certains types de semences, d'agrandir leurs champs, de renoncer à leur propriété ancestrale pour fabriquer des champs immenses sur lesquels nos tracteurs pourraient être plus efficaces. Parce que là, on rigole, mais dans 30 ans, il y aura des énormes tracteurs, et dans 60 ans, des tracteurs géants. Donc, on voit loin, voyez. Et les techniciens agricoles issus de ces écoles vont dans la France entière et dans toute l'Europe et font des profonds changements dans l'agriculture. Et tout d'un coup, le vieil agriculteur devient obsolète. Et son fils lui dit, écoute, tu comprends rien, laisse tomber, moi je vais faire de l'agriculture maintenant, regarde comme le rendement a augmenté. Puis le fils a un fils qui a oublié comment son grand-père cultivait, il ne le sait même plus. Il ne se rappelle pas avoir eu des charrues, des bœufs, il ne sait même pas ce que c'est lui. Il ne se rappelle pas avoir vu des bleuets et des coquelicots dans un champ de blé. Il n'en a jamais vu. Il ne sait pas que les épis de blé n'ont pas tous la même taille. Pour lui, un champ de blé, c'est nécessairement au millimètre à la Suisse, comme une pelouse. C'est au millimètre. Et il n'y a pas un coquelicot. S'il y en a un, on envoie un drone avec un rayon laser. Pas de diversité dans l'agriculture. Pas de diversité. Vous voyez les champs de vignes que vous pouvez voir ici? Toutes ces vignes sont clonées. C'est un problème, hein. Il y en a qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent actuellement 80% des cépages français sont des clones. Si jamais il y a une maladie, ils vont tous claquer, il n'y a plus de diversité. C'est des clones, hein. C'est même pas des graines. Ils sont clonés hein, par feuilles. C'est le même être, avec les mêmes fragilités. C'est très très dangereux de faire ça. Hein. L'enfant, l'agriculteur d'aujourd'hui, ne sait pas du tout comment cultiver à l'ancienne. Et même, un organe subtil collectif appelé agriculture pense en lui. Ça veut dire qu'il pense par cet organe. Quand un visiteur d'une multinationale vient le voir, tiens, au hasard, une multinationale qui fabrique des semences et qui commence par M. Il vient le voir, le visiteur, le représentant de commerce vient le voir et lui dit « J'ai une nouvelle variété de blé extraordinaire. Par contre, il faut que tu me l'achètes chaque année, vous connaissez le problème. » Eh bien lui, il pense à l'intérieur. Il est comme le supporter de l'Olympique de Marseille. Je ne connais rien au football, hein. Moi j'ai pris ça au hasard d'ailleurs. Mais ne pensez pas que je suis contre. Hein. Ben non, mais après, si vous avez des tensions dans l'épaule, il est comme le supporter. Il ne pense pas nécessairement lui-même, il est animé. Tu te souviens, je t'ai dit, si ton foie ne va pas bien, ça impacte le fonctionnement de ton foie t'impacte. Même plus petit que ton foie, je ne sais pas moi, tu as une douleur dans un orteil, ça impacte ton fonctionnement. Hein. Tu es comme ça, puis au bout d'un moment, tu es énervé. Donc le fonctionnement de cet organe subtil va l'animer.
Et il peut tout à fait dire, mais c'est génial ces nouvelles semences Pioneer Monsanto, c'est génial. Tu comprends? Il y croit, il est animé. Parce qu'il ne sait pas comment la vie fonctionne. Il y en a un autre qui est aussi spectaculaire. Un autre, c'est un autre, hein. Je vais changer le nom d'ailleurs, ça sera plus clair. Mais un peu de la même envergure. Parce que tu comprends l'impact que ça, hein, l'agriculture. Hein. L'organe subtil collectif de la médecine. Il n'est pas le même en Inde, en Russie, aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment le même. Je sais qu'aujourd'hui on pousse à la mondialisation. D'ailleurs, là vous comprenez pourquoi on pousse à la mondialisation. Parce que si on réussit à mondialiser l'agriculture, tous les agriculteurs du monde vont penser de la même manière. Et les multinationales vont être toutes puissantes. Il n'y aura aucune opposition, aucune contestation. Et aucun agriculteur ne pourra penser autrement. La médecine, c'est le même processus. On cherche à mondialiser la médecine. J'ai vu des pseudo-documentaires de journalistes collaborateurs qui disaient en Inde, il y a l'Ayurveda, c'est ridicule. Et les médecins indiens soignent avec l'homéopathie, mais c'est parce que les pauvres, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas nos moyens à nous, Français. Donc, ils font croire aux gens qu'ils les soignent avec de l'homéopathie, c'est l'effet placebo. Mais s'ils avaient les moyens, ils préféreraient les soigner avec des médicaments de Sanofi, de nos compagnies productrices. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Donc la médecine, c'est un organe subtil. À partir du moment où tu formes un médecin, moi, la plupart de mes amis d'enfance sont médecins. Médecins, chirurgiens, tous spécialistes. Ils m'ont raconté, et j'ai bien vu comment ça se passait dans leurs études. Comment peu à peu, au début, ils sont assez critiques, ils ont un peu de recul, puis petit à petit, ils sont de plus en plus animés par cet organe subtil, et à la fin, ils sont convaincus. Ils ont énormément renoncé à avoir du recul, où vraiment, ils pensent exclusivement dans cet organe collectif. Ils ont beaucoup de mal à penser en dehors. Il y en a plein qui pensent en dehors, hein. Dans le milieu médical, il y a plein de gens qui pensent beaucoup plus librement que les autres, hein. Je ne dis pas. Hein. Mais c'est un bon exemple. D'ailleurs, on va même dire le corps médical. Le corps médical. Tu comprends? On décrit une réalité subtile qui anime les individus. Combien de gens vont te dire « Oui, oh, j'y crois pas vraiment, mais ça me fait peur. » Donc du coup, je l'ai fait, ce que le médecin m'a dit. C'est très fréquent, ça. Et, vous vous souvenez, soyez d'abord vous, votre premier objet d'étude. Ne vous contentez pas de dire « Ah ouais, moi non, mais lui, il se fait avoir. » Non, non, on fonctionne tous de la même façon. Il faut s'éveiller à ces réalités. Tu vas finir par faire un acte, parce que tu veux quelque chose, parce que tu as un sentiment, tu es relié. Et c'est un organe qui te fait faire une chose. Je vais prendre deux autres exemples qui vont te montrer les implications aussi que ça peut avoir. Organe subtil collectif de la paix ou de la sécurité. Quelque part, tu vois, les mots qu'on emploie, on parle, on utilise des mots. Chaque mot qu'on emploie, c'est un organe subtil collectif parce que on est ensemble dans ce mot. Et il y a des grands mots comme ça, parce qu'il y a des petits mots, le beurre, le pain, bon. Et il y a des grands mots, la paix, la sécurité, ce sont des grands mots quand même, qui ont des implications larges. C'est à large spectre, comme les antibiotiques. Pourtant, ce que moi je définirais comme sécurité n'est pas forcément pareil que ce que le préfet de police de Paris définirait comme étant de la sécurité. On va utiliser tous les deux le même mot. Et si je vais à Paris défiler avec mon gilet jaune, je vais dire sécurité, et le préfet de police qui doit gérer la manif va dire sécurité.
Et là, le préfet de police a un problème, parce que il va avoir dans les rues 1 million de gilets jaunes qui sont en décalage avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Allô BFM TV? Allô LCI? Il faut montrer aux Français que les gilets jaunes sont dangereux. Pour que les Français veuillent la sécurité de ma part avec mes brigades de CRS. Parce qu'en ce moment, dans l'organe subtil collectif français, le mot sécurité, je m'affaiblis. L'armée, la gendarmerie, le gouvernement perdent le contrôle sur ce mot. Donc il faut que l'état d'esprit collectif des Français soit en notre faveur. Ça s'appelle comment? L'opinion publique, les sondages. On a fait un sondage et 75% des Français soutiennent les gilets jaunes. Les gars, on a 3 semaines pour arriver à 50%, et dans 6 semaines, il faut qu'il y ait 5%. Ils le savent. Ils travaillent avec des psychologues, avec des sociologues, ils connaissent la manipulation, ils savent, ils connaissent les pourcentages. Comment on pourrait appeler ces pourcentages? Des masses critiques d'énergie. Ils connaissent les secrets de la masse critique, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Ils savent que c'est une question d'énergie. Ils savent que les pensées se transmettent. Ils connaissent tout ce que je vous explique. Mais vous voyez qu'avec des grands mots comme paix et sécurité, les enjeux sont très différents. Déjà avec agriculture et médecine, c'est pas mal, hein, mais avec paix et sécurité. De quoi n'arrêtent pas de parler les gouvernements américains depuis 30 ans? De paix et de sécurité mondiale. Nous allons faire la guerre au terrorisme. Comment on appelait les résistants français pendant la guerre? Dans les actualités qui passaient au cinéma toutes les semaines, on les appelait des terroristes. Et donc, les Français, pendant la guerre, disaient il y a des terroristes qui sont cachés là-bas dans la ferme. C'est après qu'on a dit oh, c'était des résistants, c'était eux les plus gentils, les plus forts. Mais sur le moment, pas du tout. Après, on a dit oui, c'est des héros. Mais sur le moment, on incitait les Français à penser paix et sécurité égale pas de terroristes. Dénoncez-les. Des jeunes voyous qui pillent nos campagnes, qui vont voler nos œufs dans nos poulaillers. C'était des résistants qui se battaient contre les nazis. On voulait absolument que dans nos têtes, paix et sécurité soient associées avec le gouvernement. Les soldats allemands nous apportent la paix et la sécurité. On a essayé plein de tactiques. On a dit attention, s'il n'y a pas les nazis, ça va être les communistes qui vont envahir la France, les Russes. Donc les nazis nous protègent. Donc les gens disent ah ok, donc la paix et la sécurité, c'est grâce aux nazis. Vous voyez ? En manipulant des organes subtils énergétiques, tu manipules la pensée d'un humain. Et même ses croyances. Hein. Tu manipules ses croyances. Une fois que tu as la croyance de quelqu'un, tu as toute la chaîne. Si tu crois en quelque chose, tu vas penser en fonction. Tu vas sentir. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Regarde, toi tu essayes de prendre quelqu'un par les sentiments, en lui disant « Oui, mais regarde quand même dans ton cœur, qu'est-ce que ça te dit ?» Oui, c'est vrai, mais ça remonte dans les croyances, ça repart et ça redescend. Tu vois, tu provoques un petit bug ici, tu lui montres que quand même, se faire crever des yeux et arracher des mains, c'est peut-être un peu too much. Oui, mais croyance, tu remontes. Ça a dégénéré en France, il fallait ramener la paix et la sécurité. Donc rationnellement, c'est vrai que c'est pas bien, il y a eu des abus, mais c'était nécessaire. Donc mon sentiment d'indignation ou de violence, ou hop, il se soumet à ma pensée. Je veux que ça s'arrête. Retrouvons tous enfin la liberté de vivre comme avant. Non ? J'ai juste envie que ça revienne comme avant. Non mais je t'explique, ça ne reviendra jamais comme avant. Parce qu'il y aura autre chose après.
Tu comprends? Donc, ces organes subtils collectifs, par exemple paix et sécurité, c'est absolument majeur parce que c'est la clé du contrôle d'un être humain à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Tu vois ici, on dit paix, sécurité, c'est des trucs super beaux et super importants. Depuis la nuit des temps, on veut assurer la paix et la sécurité de nos enfants, de notre entourage, de notre communauté. C'est des choses de base de la vie, animale, végétale, instinctive, naturelle. Pourtant, l'homme est capable de fabriquer quelque chose d'artificiel. Tu comprends, depuis tout à l'heure, on parle de trucs artificiels, les médias qui manipulent ta conscience et pour obtenir ton assentiment, l'opinion publique, artificielle. Pourtant, la paix existe. Dans tous les peuples du monde, il existe ce mot paix. Et puis la paix, elle existe dans la nature. Ça s'appelle la vie. L'homéostasie dans le corps, le principe d'équilibrage permanent, c'est la paix. Ça veut dire, je ne sais pas moi, est-ce qu'en ce moment tu ressens ta hanche? Probablement que non. Ça veut dire que tout va bien. Mais quand quelque chose est en paix, en général, ça va avec le silence. Ça fonctionne. Il ne se passe rien de spécial. Ça veut dire que la paix, elle existe. Mais elle n'existe pas ici dans l'organe subtil collectif, parce que ça, c'est partagé par plein de gens. Donc c'est plein de concepts, de croyances, de cultures, d'époques. Ça veut dire qu'au-dessus de ça, de ce monde, il existe une paix réelle. Quelque chose de vrai qui existe en soi. Eh bien, les Esséniens appellent ça l'ange. L'ange de la paix. Ça veut dire, c'est pas un petit bonhomme avec des ailes, hein, c'est ce qui est indépendamment de ce que toi tu peux croire, de ce que tu peux penser, imaginer. C'est quelque chose qui est dans une permanence. Quelque chose qui est. Donc il faut traverser, accéder à la conscience pour accéder à la vraie information, qui va être une vraie solution. Ensuite se rajoute à ça un principe très important, un paramètre très important, c'est celui de la condensation.